Bonjour, bienvenue dans ce podcast, Un petit quelque chose, le podcast qui met en lumière des profils extrêmement originaux chez les musiciens de la musique classique et jazz. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode que je suis ultra contente de vous présenter. Alors, je suis très contente pour deux choses. Déjà parce que c'est le tout premier qui ouvre cette série d'épisodes qui me tient vraiment très à cœur, mais aussi parce que j'ai réalisé ce premier épisode avec Célia. Et pour moi, Célia, elle représente vraiment très bien ce que je voulais mettre en lumière dans ce podcast avec un double profil. J'en dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Célia, merci d'être avec nous dans ce podcast Un petit quelque chose. Et tu es la première sur ce tout premier épisode, avec toi la première à être reçue dans ce podcast. Pour parler de ton cursus, du double métier, entre guillemets, que tu fais. Est-ce que tu peux te présenter sous la forme que tu veux ? Eh bien, je m'appelle Célia, je suis altiste à l'Opéra de la Monnaie et je suis aussi logopède du coup dans un centre médical à Molenbeek. Voilà, je suis française d'Alsace. Et voilà, je suis arrivée en Belgique, je pense, il y a 14 ans maintenant. Donc, je ne sais pas si je devrais plus dire que je suis alsacienne ou plus belge, presque, mais voilà. Et si aujourd'hui on te demande, imaginons que tu croises quelqu'un dans un bar, qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu lui réponds ? Que je suis altiste. Ok. Tu parles pas du tout de ton métier de logopède ? J'en parle, mais j'en parle peut-être dans un second temps. Si jamais on discute de exactement ce que je fais dans la vie, j'en parle plus tard pour éviter toutes les questions en général qui tournent autour justement de ce sujet-là. Mais enfin, mon métier principal, c'est quand même altiste, oui. Tu essaies d'éviter les questions autour de la logopédie, mais pas autour du fait que que tu gagnes ta vie en faisant de l'alto. Oui. D'accord. Moi, j'ai tendance à presque faire l'inverse pour éviter les réponses. Ah, moi aussi, j'ai fait du piano quand j'étais jeune. Est-ce que tu joues dans un orchestre ? Ouais. En général, quand je dis que je suis altiste, les premières questions, déjà, c'est qu'est-ce que c'est l'alto ? Ah Donc, oui, c'est d'autres questions, quoi. C'est vrai. Tu te sens d'abord altiste et qu'est-ce que cette hiérarchie exprime ? C'est pas tant que je me sens d'abord altiste, c'est surtout que je travaille en tant qu'altiste à temps plein. Tandis que mon travail de logopède, ça sera en tant qu'indépendante complémentaire. Donc, c'est environ 7 heures par semaine. Donc, voilà. Par contre, par exemple, pendant la période du Covid, où il n'y avait presque pas de projets musicaux, j'étais à plein temps en tant que logopède. Et là, du coup, si on me posait la question, je disais plutôt naturellement, je suis logopède. Ah oui. Plus qu'altiste. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié à mon nombre d'heures de travail, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est déterminé selon ton emploi du temps. Voilà. Aussi avec qui je parle en fait. Parce que du coup, c'est un peu deux mondes différents. Donc si je suis plutôt dans le milieu médical, je dis que je suis logopède. Par contre, si je croise des personnes musiciennes, je dis que je suis altiste. J'aimerais bien maintenant qu'on parle un petit peu de ta formation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé dans la musique ? Avec quel instrument tu as commencé ? Je ne sais pas si c'était tout de suite de l'alto. À quel âge ? Aussi parler, vu que c'était en France, c'est un système un petit peu différent qu'en Belgique. Dans un premier temps, un peu jusqu'à l'arrivée du conservatoire. À la base, je voulais faire du violoncelle. Quand j'étais petite, ma sœur a fait du piano, mon frère a fait de la clarinette. Et alors du coup, moi, je suis la petite dernière. Et mes parents ont voulu que je fasse un instrument à cordes. Ils t'ont dit, tu vas faire... ils ont dit, tu as une bonne oreille, il faudrait que tu joues un instrument à cordes. Je dis, bon, d'accord. Mais tes parents, ils faisaient de la musique ou pas ? Pas professionnellement, non. D'accord. Non. Et donc, ils avaient cette notion quand même... Oui, ouais. Ma maman fait du piano et du chant. Mon père a aussi chanté, il a fait de la guitare, mais vraiment, c'était en tant qu'amateur. Donc voilà, c'était pas un coup de cœur où j'ai regardé, je sais pas, une présentation des instruments. Mais j'étais très contente de faire de l'alto. J'ai commencé, j'avais 8 ans. Et j'ai commencé du coup en école de musique. Chez une professeure qui était altiste d'ailleurs, qui n'était pas violoniste. T'avais un petit alto, ou c'était déjà la forme... J'ai commencé avec un violon, à monter avec corde d'alto. Et donc je suis rentrée, donc j'ai commencé à 8 ans en école de musique. Et vers 11 ans, ma prof de musique a conseillé à mes parents de me faire rentrer au conservatoire en fait à Strasbourg,
parce qu'elle trouvait que je me débrouillais pas trop mal, j'imagine. Donc, elle a proposé à mes parents qu'on fasse le concours d'entrée au Conservatoire de Strasbourg, du coup. Et je suis rentrée au Conservatoire de Strasbourg. Alors, il faut juste faire une petite parenthèse parce que les conservatoires en Belgique, ce qu'on appelle conservatoire, c'est pas la même chose que ce qu'on appelle conservatoire en France. Donc, en Belgique, ça désigne vraiment le supérieur, les études supérieures de musique. Ce qui, à titre de comparaison, pour une échelle, juste ça équivaut au CNSM de Paris et de Lyon, même si en termes de niveau, on ne parle pas de la même chose, bien sûr. Ça équivaut à nos académies. Oui et non. En fait, c'est comme s'il y avait 2 niveaux d'académie en Belgique. Oui, c'est un peu un entre-deux, voilà, en fait. En fait, c'est pour ceux qui veulent potentiellement aller justement dans les conservatoires supérieurs après. Donc, il y a quand même des cycles avec des examens de passage. Et s'ils ne nous considèrent pas assez bons, on peut quand même se faire mettre dehors, entre guillemets. Mais ça reste... Voilà, ça dépend aussi effectivement des conservatoires. Il n'y a pas le même niveau dans tous les conservatoires. Oui, non, c'est pas études supérieures à 11 ans. Non, pas du tout. Et donc, tu es rentrée dans ce conservatoire? Je suis rentrée dans le conservatoire de Strasbourg, voilà, à 11 ans. Et j'ai fait mes études, du coup, j'ai suivi un cursus assez normal jusqu'au lycée. Et au lycée, donc j'étais dans le 3e cycle. Il y a 2 types de 3e cycle en France. 3e cycle où tu fais un diplôme, un certificat, ils appellent ça un certificat amateur. Et ensuite, tu as le 3e cycle pour aller vers une voie professionnelle, où tu passes ton DEM. Donc en fait, arrivé au dernier cycle, tu peux choisir si tu veux arrêter tes études à la fin de ce cursus, ou si tu prévois de continuer. Et alors du coup, ça se sépare en 2 branches. Et alors moi, j'étais dans la branche amateur, et je voulais faire une année passerelle pour passer vers professionnel. Parce que quand j'étais au lycée, je me suis dit, je vais faire de la musique. Ça a été... Ah, tu savais déjà à ce moment-là? Quand j'étais au lycée, je voulais faire de la musique. Ça a été un peu compliqué parce que j'étais dans un lycée semi-public, semi-privé. Je sais pas trop comment on dit. Et c'était le type de lycée où, voilà, quand on me demandait ce que tu voulais faire, c'était plutôt... je vais aller en fac de médecine, je vais aller en fac de droit, voilà. Ouais. Et quand je disais que je voulais faire de la musique, les professeurs me regardaient un peu et j'étais en filière scientifique. Ah oui. Donc vraiment, les profs de l'époque me regardaient un petit peu en disant mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais en filière scientifique si tu veux faire de la musique? Donc j'ai passé mon bac et j'ai fait 1 an que le conservatoire pour faire justement cette année passerelle. Et pour aller dans le cursus plus professionnel. Sauf que cette année, c'est pas très bien passé. Ça a été un peu un choc pour moi. En fait, je me suis rendu compte que je savais pas comment travailler, je savais pas... Toutes mes années avant, j'ai pas fait... Il y a certaines personnes en France qui font un cursus collège-lycée qui est adapté. Oui, avec cette filière voilà, pour spéciale, ceux qui font sport, pour ceux qui font musique, ils peuvent avoir un emploi du temps adapté. Moi, j'ai pas du tout fait ça. J'ai vraiment fait le cursus normal. Et du coup, j'ai jamais travaillé beaucoup l'instrument. Je pense que je travaillais 6 heures par semaine, peut-être, quelque chose comme ça. Et quand je suis passée dans cette année post-bac où je devais faire en fait 6 heures par jour, j'étais perdue, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était trop, j'arrivais pas à gérer tout ça, et j'avais un professeur qui était assez strict aussi à l'époque. Et en fait, je me suis découragée complètement. Je me suis complètement découragée. Je me suis dit, en fait, je peux pas faire de la musique, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et j'ai changé de direction. Donc j'ai fait 1 an au conservatoire full-time, et ensuite je me suis inscrite en prépa pour les concours d'orthophonie. Rien à voir. Voilà. D'accord. Parce que l'orthophonie, voilà, c'était un métier aussi qui me... J'ai fait de l'orthophonie quand j'étais plus jeune, donc la logopédie, on appelle ça orthophonie en France. Et je trouvais ça très chouette, en fait. Mais c'était, voilà, je trouvais ça sympa comme métier. Je me suis toujours dit, ça me plairait peut-être. Et suite à cette année où vraiment je me suis dit, en fait, j'y arriverai pas, je me suis dit, je vais m'inscrire en orthophonie. Et à ce moment-là, quand tu as fait cette année de préparation, c'est ça, prépa pour l'ortho, tu faisais encore de l'alto, ou à ce moment-là, tu as mis ça complètement de côté Et du coup, l'année passerelle, elle n'a pas abouti à une passerelle. Et je suis restée dans ce cycle amateur. Ok.
Et j'ai fait 1 an de préparation pour les concours. Donc, à Mhm. l'époque, c'était des concours pour entrer en école d'orthophonie. Mhm. J'ai passé des concours qui sont horribles, Oui. honnêtement, où c'est Paraît-il. 3500 personnes pour 25 places, quoi, Aïe, aïe, aïe. avec des concours différents dans chaque école. Enfin, c'était, voilà. Je suis pas passée d'un cursus facile à un autre, Oui. un cursus difficile à un cursus facile, c'était pas. Et ça n'a rien donné l'année où j'ai fait la prépa, et je me suis inscrite dans une année d'UNIF pour faire sciences du langage, le temps de continuer les concours. Je me suis inscrite à la fin de cette année-là aussi pour les inscriptions en Belgique. Donc cette année-là, d'habitude, les inscriptions en Belgique, c'est sur tirage au sort. Cette année-là, c'était sur dossier. Je me suis inscrite et du coup, j'ai été prise l'année d'après. Ok. Et pendant tout ce temps-là, j'ai continué au conservatoire en tant que filière amateur, mais du coup, en mode beaucoup plus light, quoi. Mhm. Enfin, Et au conservatoire, tu avais des cours toutes les semaines? j'avais des cours d'instruments, j'avais des cours de musique de chambre, je pense. Et tu Ça, passais des c'était un examens temps. quand même? Et je passais les examens. Oui. Il y avait encore une notion C'était de des niveau examens, ou c'est pas? par examen par cycle. Donc on avait Ah oui, des oui. auditions Oui, chaque oui. année, mais les examens, les vrais examens, c'était vraiment au Mhm. bout du cycle. Ok. Donc, et en fait, j'ai passé mon examen l'année où j'étais justement à l'UNIF pour ce qu'on appelle un CFEM. Donc c'est un certificat de fin d'études musicales qui clôture en fait du coup ce cursus amateur au conservatoire, tandis que ceux qui veulent faire la filière professionnelle, c'est un DEM. Pendant que tu étais en prépa d'orthophonie, ça veut dire que tu as quand même réussi à dégager un petit peu de temps pour continuer Oui, l'alto. Parce oui, que c'est très prenant, non? Les prépas, oui, oui, oui. c'est assez éreintant de ce que j'ai pu C'est entendre. c'est pas comme une prépa littéraire, etc. C'est Oui, vraiment juste une année où on te prépare pour tous les ouais, concours c'est ça. possibles. Mhm. Mais du coup, tu as des cours de bio parce que tu as peut-être des épreuves de biologie, tu as des cours de français, évidemment, parce que tu auras toujours des épreuves de Ouais. français dans ce genre de concours. Des cours de culture générale. Mhm. Enfin, tu as énormément de cours et en fait, c'est pendant 1 an, c'est du bachotage. Tu Mhm. apprends tout ce que tu peux apprendre. Et voilà, donc oui. Mais d'un autre côté, le fait de continuer la musique, c'était aussi un peu un échappatoire à... C'était ma prochaine question. Pendant que tu étais dans cette année de prépa, comment tu as vécu ton rapport à l'alto? Et ce que j'entends aussi, c'est que, bon, tu as eu cette année un peu plus difficile. Enfin, je sais pas si on peut dire difficile avec l'alto, mais plutôt un moment où tu as pu réaliser vraiment ce que ça voulait dire, en fait, de vouloir se professionnaliser dans la musique. Mais ça t'a pas non plus dégoûté de la pratique de l'instrument ou de Non, cette connexion avec la musique non. ou avec l'instrument. Mais c'était une époque où j'étais de toute façon très stressée quand je jouais de l'instrument. Mhm. Et, et en fait, le fait de plus me dire que je voulais en faire de manière professionnelle, ça m'a aussi... J'ai pris du recul par rapport à ça. Et quand je travaillais, c'était plus pour moi. Et c'était plus de plaisir, entre guillemets, même si je m'étais découragée avant. Et il y avait un peu cette ambivalence, en Oui, fait, c'est entre ça. le fait de me dire, ah bah du coup, j'en ferai pas mon métier, mais c'est quand même chouette. Mais Ouais. voilà, c'était un peu... Mais c'est resté quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai repris d'ailleurs par après. Alors Mhm. que j'aurais pu tout simplement, en fait, suite à mon certificat de fin d'études musicales, j'aurais très bien pu me dire, bon bah voilà... C'est Comme beaucoup de fini. gens font, je range l'instrument dans la boîte et puis je mets sous le lit et puis en fait on n'en parle plus. Ouais. J'ai jamais fait ça. Enfin, J'ai l'impression que dans ton discours, on peut quand même, ce qu'on peut en tirer à ce moment-là, c'est qu'il y a quand même une notion de choix que tu as fait, à savoir, pas, à ce moment-là, pas te professionnaliser, mais ne pas couper dans la musique, mais ne pas couper ce lien à l'instrument, parce que tu as reconnu que bah, tu en avais besoin et que dans un certain sens, c'était vital pour toi aussi, dans ton équilibre à cet âge-là. Et en même temps, tu avais besoin d'autre chose aussi, et il y avait un truc qui t'attirait ailleurs, et tu t'es dit, j'ai envie de faire ça aussi. Et c'est ambivalent, et en même temps, moi, j'ai vécu la même chose pour avoir à un moment donné arrêté le piano. Ça a été un vrai choix. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui fait la différence chez certains musiciens. C'est d'avoir cette notion de choix chez certains oui. et pas chez d'autres où tout d'un coup, à 25 ans, ils se réveillent en se disant mais en fait c'est pas du tout ça que je veux faire. Oui. Mais c'est presque trop tard entre guillemets parce qu'en fait je pense qu'on peut toujours tout changer à n'importe quel moment, mais on est tellement engagé dans des concerts, dans les médias, etc. que parfois ça devient beaucoup plus difficile quoi. Oui. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu le choix aussi parce que du coup vu que mes parents n'étaient pas musiciens professionnels,
ils me poussaient, bien sûr, parce qu'ils voyaient que ça marchait bien et parce que ça me plaisait. Mais je me suis jamais sentie obligée, en fait, de... Oui. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le choix au lycée de vouloir faire ça de manière... Enfin, de vouloir en faire mon métier, pardon, c'était vraiment mon choix personnel. Mhm. Et bah, cela dit, je suis très contente d'avoir eu les parents que j'ai parce qu'en fait, ils se sont jamais inquiétés en Oui. fait de ça. Oui, Parce tu que avais ce terrain aussi oui, de mais liberté. c'est vrai que beaucoup de parents qui ne font pas de musique, enfin, en tout cas, qui ne sont pas musiciens professionnels, quand leur enfant leur dit, j'ai envie de faire de la musique, c'est, est-ce que t'es sûr? C'est compliqué. C'est voilà, moi, j'ai jamais eu. Ils m'ont toujours dit, si tu veux faire ça, vas-y. Et c'est vrai que c'était un choix, et c'était un choix aussi de me dire, je suis pas sûre d'avoir le niveau en fait pour. Mhm. J'avais pas suffisamment confiance en moi pour me dire j'y vais. Je suis pas quelqu'un qui fonce tête baissée. Il y en a qui le disent que je suis plutôt fonceuse, mais je suis quand même très dans la réflexion, et je me suis vraiment dit à ce moment-là, en fait, j'ai pas envie que ça me dégoûte non plus, et que j'y arrive pas, et que je me force. Et c'est oui, effectivement, le fait d'avoir arrêté et d'avoir repris en fait de manière aussi plus calme finalement après, sans. En fait, quand j'ai repris, j'étais déjà dans d'autres études, et il y avait pas de. Il y avait beaucoup moins de pression derrière. Parce que quoi qu'il arrive, j'aurai un autre diplôme. Donc finalement, oui, c'est un choix plus de passion que d'obligation, effectivement. Oui. Ouais. Quand tu es arrivée en Belgique, donc c'était pour la logopédie, tu t'es pas présentée au conservatoire la même année. Non, pas du tout. Comment ça a été ton arrivée en Belgique? Mais je suis arrivée. Le temps que je sache en fait que j'ai été acceptée dans l'école, je pense qu'on était fin août. Ça s'est fait très vite. Fin août, la rentrée était début septembre. On a dû trouver un appartement rapidement. Tout s'est fait très rapidement. Et à cette époque-là, j'avais pas du tout en tête de continuer la musique. Enfin, pour moi, peut-être à la maison, mais pas du tout de prendre des cours. Et du coup, j'ai fait ma première année de logopédie, qui était c'est très intense. Oui, en haute école, je pense qu'on avait 30 matières différentes, avec énormément d'examens. Mais ça me manquait un peu quand même de faire de l'alto. J'en faisais un peu à la maison, mais c'est pas pareil que d'avoir un cours de temps en temps, d'avoir un objectif, d'avoir le fait de me retrouver sans objectif, sans rien. Oui, je peux travailler certaines pièces, mais pourquoi finalement? Enfin, et je pense que c'est au printemps de cette première année de logo où je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien reprendre des cours de temps en temps. C'est bête, j'ai fait au moins 15 ans d'instrument, j'ai fait des cours pendant 15 ans, et maintenant je touche plus à mon alto, c'est dommage. Et je me suis dit, j'aimerais bien prendre des cours. Sauf que je connaissais personne à Bruxelles de musique. C'est très compliqué en fait de trouver un prof à ce moment-là, un prof d'alto, et puis surtout un prof d'alto qui en fait a un niveau déjà assez bon, parce que en fait j'ai fini mon CFEM, mais je l'ai très bien fini entre guillemets. Enfin, j'avais déjà un bon niveau d'instrument. J'avais pas envie de me retrouver avec quelqu'un qui a le même niveau d'instrument que moi qui me donne cours. Donc en fait je me suis dit, je vais aller au conservatoire francophone. Je savais même pas qu'il y avait 2 types de conservatoires. Et tu savais que c'était supérieur ou pas en Belgique? Ah non, j'y connaissais rien du tout. J'y connaissais rien du tout. Donc je me suis juste dit, je vais aller voir au conservatoire francophone. Il y a une prof d'alto. Peut-être qu'elle saura me renseigner. D'anciens élèves qui peuvent me donner cours, ou peut-être elle donne cours à côté, ou peu importe. Donc je l'ai contactée et je suis allée la voir. Et c'était très drôle en fait, parce que donc elle m'a un peu demandé ce que je faisais, quel était mon niveau. Elle m'a demandé les pièces que j'avais jouées à mon dernier examen. Et en fait, elle m'a pas du tout suggéré de personne pour me donner cours. Elle m'a dit, mais rentre au conservatoire. Oui. Mais viens chez nous. En fait, je pense que je pense qu'il y avait aussi toute cette part de... Elle était très intéressée parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'altistes au conservatoire. Et oui. Donc elle s'est dit, oui, en fait, on a besoin du niveau. On a besoin d'altistes au conservatoire, viens chez nous. Et moi, j'y connaissais rien, donc j'étais là. Oui, peut-être ça ferait un peu beaucoup quand même avec la logopédie. Elle me dit, non, pas du tout, tu verras, il n'y a pas beaucoup de cours. Tu y arriveras largement, sans problème. Sans problème. Et à ce moment-là, tu avais déjà fait ta première année de logopédie ou c'était la première année de logopédie? J'étais dans la première année année de logo. Et elle a été adorable, mais enfin, elle avait tout intérêt à être adorable, cela dit. Donc, mais oui, c'était très drôle. Et du coup, elle m'a pas du tout proposé de personne pour me donner cours. Elle m'a juste dit, viens à la maison. Elle t'a proposé elle, en fait. Oui.
et je te prépare pour le concours d'entrée, tu fais le concours d'entrée et après tu vois. Et je pense qu'à l'époque, elle m'a dit, mais au pire, ça te fait des cours d'alto et puis si tu veux pas, t'arrêtes. Mais elle m'a vraiment présenté ça de manière à me dire, en fait, ça posera aucun problème, tu verras. Et elle m'a donné cours pour préparer le concours d'entrée euh, complètement gratuitement aussi. Oui, il était ultra motivé. Bah, elle m'a fait venir plusieurs fois chez elle. Elle était adorable. Elle me donnait Ouais. 2 heures de cours par-ci par-là pour me préparer pour ce concours d'entrée. Elle m'a jamais rien demandé en retour. Je pense qu'elle me considérait déjà comme une prochaine élève. Oui. Et du coup, j'ai fait ce concours d'entrée à la fin de ma première année de logo. Ouais. Et je suis rentrée au conservatoire quand j'étais en 2e année de logopédie. Et là, tu découvres le double horaire. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est des études à temps plein, qu'il y a des cours d'histoire de la musique, qu'il y a des cours de musique de chambre, des cours d'écriture, des cours de chant, des cours de formation musicale, des cours, voilà. Et je me rends compte qu'en fait, j'arriverai jamais à faire les deux en même temps. C'est pas possible. Je me suis dit, mais je sais pas dans quel monde elle a imaginé que je pouvais faire les deux en même temps, mais c'était pas possible. Et tu savais pas du tout. Moi, j'avais un peu le modèle français en tête, mais le modèle français non supérieur. Oui. Où tu as des cours d'instruments, des cours de musique de chambre, mais en fait, c'est pas autant d'heures, c'est pas une licence en fait. Donc non, je m'attendais pas du tout à avoir autant de cours théoriques, autant de cours. Enfin, c'était voilà. Donc j'ai décidé d'étaler ma première année au conservatoire. Mais parce qu'en fait, je pouvais pas. C'était pas possible. Maintenant, non, c'est ça. Non. Je pouvais pas me dédoubler, j'avais des cours qui tombaient en même temps. Donc je suis allée au conservatoire, je suis allée voir les professeurs pour leur expliquer un peu la situation. Dans certaines matières, dans toutes les matières où j'étais pas obligée de venir, d'être en présentiel, je leur ai expliqué et je leur ai dit, bah voilà, vous allez pas me voir en fait. Mais je vais passer l'examen, mais je vais prendre le syllabus, mais je serai pas là en cours. Pour ce qui était cours de chant d'ensemble, où c'est en présentiel, j'ai fait une partie présentielle et une partie où je me suis arrangée avec le prof pour faire un travail à côté. Ah, waouh. Où j'ai choisi les troubles de la voix, du coup. Excellent. Pour que ça soit... Il me demandait un sujet en lien à la fois avec la logopédie et avec la musique. Donc voilà, je me suis arrangée avec les profs en fonction de ce qu'ils acceptaient. L'examen d'alto, je l'ai passé la 2e année. Est-ce que tu as quand même favorisé plutôt la logopédie? Oui. Ah, j'avais pas le choix. Ah ouais, j'avais vraiment pas le choix. Et tu arrivais quand même à dégager du temps pour faire de l'alto? Parfois, je travaillais 3 heures par semaine. En fait, en logopédie, à partir de la 2e année, on commençait aussi les stages. Et en 3e année, on avait la moitié de la semaine stage, on avait des comptes rendus à rendre pour les stages, on avait le mémoire, c'était impossible. Ah en fait. Oui. Donc si je voulais faire, même comme ça, tout le monde ne réussissait pas les années en logopédie, je pouvais pas faire la logopédie à moitié. Quoi. C'était plus la musique, ce que j'arrivais, mais d'un autre côté sans pression. Tout s'est bien passé, j'ai réussi à valider toutes mes matières des deux côtés, j'ai validé mon examen d'alto sans problème. Mais c'était logopédie en premier et prioritaire. Et il n'y a pas un moment où tu t'es dit, non mais en fait, là, ça va plus être possible. Je peux pas continuer le conservatoire, je m'attendais absolument pas à ça. Moi, ce que je veux, c'est juste en faire un peu à côté. Non. Je suis quelqu'un d'assez organisé. Oui. Je joue un peu au Tetris avec mon emploi du temps. Ouais. J'ai fait ça. En fait, vu qu'en France, j'ai fait un cursus normal, que j'avais pas de cursus adapté, et que je faisais déjà finalement mon cursus scolaire normal plus le conservatoire, j'avais l'habitude en fait de faire un horaire où voilà, j'ai 1 heure là, et puis ensuite j'ai 4 heures de logo, puis ensuite j'ai 1 heure d'instrument, puis j'avais déjà l'habitude, et en fait je me suis pas posé une seule fois la question de est-ce que je vais y arriver. Je me suis juste dit, bah, je le fais. Et quand j'ai fini logopédie, en fait, j'avais juste fini ma première année de conservatoire. Ah oui, c'est ça, puisque tu l'avais fait rentrer en 2e. Oui. Voilà. Ouais. Et en fait, vu que j'avais déjà fait 1 an, ce qui, en fait, maintenant que je prends du recul, c'est rien. Enfin, je veux dire, ça aurait pas du tout été choquant d'arrêter au bout d'1 an, finalement. Au bout de la première année de bachelier, bon, c'est pas grand-chose. Mais en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai fait 1 an... bah, je vais faire le bachelier quand même, si je veux pas perdre. Voilà. Puis j'avais fait 1 an officiel, mais j'en avais fait 2 puisque j'avais étalé. J'avais vraiment cette logique de tu as investi déjà 1 an, tu as investi du temps, de l'argent, etc. Oui. Au ratio énergie et enfin tout ce qu'il y a derrière, tu te dis c'est quand même dommage, autant sortir avec un papier quoi. Et d'un autre côté, si proche du but. J'étais aussi naïve dans le sens où bah, dans n'importe quelles études, si tu fais un bachelier, ça vaut quelque chose. Oui. En musique, pas tellement. Je me suis réinscrite en 2e année de bachelier. Pour faire une vraie année cette fois et pas un truc à moitié.
Et dans cette deuxième année de bachelier conservatoire, j'ai presque plus fait de logo. En fait, j'ai fait les papiers pour m'établir en tant qu'indépendante. Donc ça m'a pris du temps. Et puis d'un autre côté, j'étais à temps plein du coup conservatoire, donc j'ai fait un peu à mon rythme. Et la troisième année de bachelier, c'est là où j'ai commencé à travailler en tant que logopède, du coup, quelques heures par semaine, en fonction de mon horaire de bachelier, du coup. Donc voilà. tu as fait un peu un an de pause de logopédie pour... J'ai fait un an de paperasse, Ouais, c'est ça. un an Enfin, t'as pas administratif, pratiqué la pause, logopédie. j'ai Ouais. pas vraiment pratiqué. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé en octobre, je pense, Mhm. de ma troisième année de bachelier, j'ai commencé logopédie. Et t'étais en cabinet? En fait, j'ai commencé directement là où je travaille encore. Et j'ai commencé là-bas, et d'ailleurs, depuis que je travaille là-bas, certaines années, j'ai peut-être fait 5 heures, certaines années, j'ai fait 4 heures par semaine, certaines années, j'ai fait 12 heures. Oui, mais tu décides de ton horaire, en fait, puisque tu es indépendante. Et en fonction aussi de la disponibilité du cabinet. Sûr. Oui. Mais en fait, c'est assez facile, finalement, parce que puisque j'étais indépendante, j'ai des comptes à rendre à personne. Et je peux décider de mon horaire, Heureusement. je peux décider du nombre d'heures que je veux faire. Donc, s'il y a une année au conservatoire où je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de travail à fournir et que j'aurai pas le temps pour la logopédie, enfin, pas autant de temps qu'avant, je peux très bien décider de dire, bah voilà, en fait, cette année-là, je vais faire moins. Et aussi, ça veut dire que s'il y a certaines semaines où je pouvais vraiment pas, eh ben, je reportais du coup les séances. Et c'est beaucoup plus facile que si tu as un job étudiant, finalement, où tu as un horaire par semaine, ou avec des horaires que tu décides pas, et où c'est beaucoup plus contraignant. Là, finalement, c'était presque plus facile, en fait, pour moi de faire ça. Donc, voilà. Est-ce que, à ce moment-là, quand tu commences à pratiquer ce métier-là, t'as tout de suite aimé ou tu t'es dit ah, je suis pas sûre de vouloir faire ça, peut-être que je vais faire que de l'alto finalement Non, j'aimais bien. Les premières séances, tu vois, avec tes patients. J'aimais bien. Ouais. Ouais. Et c'est quoi qui t'attire en fait dans la logopédie? Ou qui t'a attiré quand t'as fait ce choix-là C'est un métier qui est très riche, en fait. Donc, c'est la rééducation du langage et de la communication, mais il y a, ce sont des domaines qui sont à la fois quand on est tout petit, un enfant qui commence à parler à 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à en fait des personnes âgées qui sont en maison de repos, qui commencent à perdre le langage. Donc en fait, déjà, tu as une patientèle qui est très, très, très grande. Tu vas pas t'ennuyer, tu as tout le temps des personnes différentes. Tu as des troubles d'apprentissage, donc ça peut être causé par plein de choses différentes en fait. Les troubles du langage, c'est ou bien effectivement l'apprentissage, ça peut être aussi des accidents en fait, accidents de voiture, mâchoire pétée, ça peut être des cancers où on t'enlève une partie de la langue. En fait, c'est voilà, et ça peut être aussi bégaiement chez l'enfant, et il y a aussi tout ce qui est trouble de la déglutition. Donc chez les bébés qui naissent sans le réflexe de succion par exemple. Ou chez les ados qui avalent pas correctement, ou les dents se déforment, ou t'as l'orthodontiste qui envoie chez la logopède. Ça peut être, en fait, il y a énormément, c'est hyper vaste, quoi. Ça peut être aussi, et ça, je vais faire une formation prochainement, tout ce qui est trouble de la voix parlée et chantée. Donc pour les profs qui gueulent toute la journée et qui ont tout le temps des extinctions de voix. Ah oui. Pour ça, les c'est chanteurs, quelque chose, pour les chanteurs qui forcent et qui ont des nodules, ou pour les fumeurs Absolument. qui ont la voix rauque, pour aussi plus actuel pour toutes les personnes transgenres qui veulent changer de voix. C'est intéressant, voilà, ça. qui vont chez des logopèdes. En fait, c'est un métier, vraiment, il y a tellement de choses, mais du coup, en fait, c'est impossible de tout faire en tant que logopède. Ouais. Et ça a été un problème pour moi parce que en fait, il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Et vu que j'étais en pleine étude de musique, les formations, ça coûte cher, de toute manière. Et en fait, il faut pouvoir les payer et il faut pouvoir être disponible. Et ça a été très compliqué pour moi de gérer les deux parce que j'étais engagée dans mes études de musique. Et d'un autre côté, parfois, je voyais des formations qui passaient auxquelles je voulais m'inscrire. Et je pouvais pas. Parce que manque de moyens, manque de temps. Et je me suis toujours dit, je finis mes études de musique et je verrai les formations plus tard de logo. Et j'en ai fait quelques-unes, mais plus pour les troubles d'apprentissage. En fait, qu'on voit beaucoup plus. C'est des troubles qu'on voit beaucoup plus en école de logopédie. C'est un petit peu le trouble de base auquel on a plus de chances d'être confronté, en tout cas. Tout ce qui est trouble de la voix, etc., on le voit, on a des cours là-dessus, mais
C'est pas pour ça qu'on se sent parfaitement spécialisé là-dedans pour Oui, les oui. traiter. Oui. Pareil pour tout ce qui est troubles neuro, etc. Ou alors, il faut effectivement, juste après les études, travailler là-dedans. Mhm. Et du coup, tu te formes au fur et à mesure et tu travailles dans un service à l'hôpital, etc., qui te forme. Mais si tu travailles pas tout de suite là-dedans, en fait, c'est des choses en plus que tu oublies. Il faut refaire des formations après, quoi. Donc ça, c'est quelque chose... C'est aussi pour ça que je travaille surtout avec des enfants maintenant. Oui. Enfants, ados, dans les troubles d'apprentissage, parce qu'en fait, c'est des formations que j'ai pu faire plus facilement. Et en fait, c'est un sujet que je maîtrise tout simplement beaucoup plus. Oui. Mais ça veut pas dire que c'est ce qui m'attire le plus dans la logopédie. Oui, ok. Donc il y a aussi une sorte de frustration de ma part par rapport à ça, et où j'espère vraiment pouvoir me spécialiser dans beaucoup plus de choses. Il faut aussi voir maintenant avec l'orchestre. Oui. Voilà, par rapport à mes horaires d'orchestre, si je demande des congés sans solde qui sont pas forcément acceptés. Ouais. Et puis en plus, puisque je travaille à l'opéra, si je demande un congé sans solde, c'est pas une semaine où je demande congé, ça dure tout de suite 1 mois et demi, quoi. Donc c'est plus compliqué. Oui. Mais c'est faisable. Et en parlant d'opéra, justement pour arriver à ce chapitre-là, tu as fini finalement le conservatoire tout en ayant tes passions en fait en logopédie, puisque donc comme tu l'as dit, tu t'es arrangé pour faire les deux. T'es rentrée à l'orchestre tout de suite après le conservatoire ou Non, en fait, j'ai fini le conservatoire en 2019 et il y a le Covid qui est arrivé juste après. Ah oui, c'est vrai. Et à l'époque, quand j'étais en Master 2, j'ai fait l'Académie à la Monnaie. En fait, Oui. Et en fait, ça m'a beaucoup ouvert de portes parce que finalement, juste après, ils m'ont proposé des projets avec eux. Donc, j'ai cachetonné chez eux. Et quand il y a eu le Covid, en fait, tout s'est arrêté. Et c'est là où j'ai fait quasiment de la logo à temps plein, presque. Ah bah oui. Juste petite parenthèse, la Monnaie, pour ceux qui connaissent pas, si des Français nous regardent, c'est donc l'opéra, enfin l'orchestre de l'opéra, comme ça qu'on peut le De définir. Bruxelles. Ouais, de Oui, Bruxelles. c'est ça. Bon, c'est l'opéra de Bruxelles. Oui, c'est ça. Et tu as fait de la logopédie en visio alors, pendant le confinement, où tu pouvais recevoir les patients? On a dû faire en visio pendant quelques mois. Et après, c'était en présentiel, parce qu'il y en a qui mettaient des grands plexis, des masques, etc. Donc, et j'ai fait des remplacements par-ci par-là parce que en fait, je voulais pas. Pour moi, c'était pas définitif. Donc, j'ai jamais augmenté mes heures de logo pour arriver à un temps plein. Et après, ça aurait été trop compliqué de rediminuer. Donc, j'ai vraiment pris juste des petits contrats. Le temps que ça se calme. Et je préparais les concours d'orchestre en même temps, en fait. Ah oui. Ah bah oui. Parce que pour moi, la logo, voilà, j'étais indépendante en logo. J'avais prévu toujours de travailler 7-8 heures par semaine, quelque chose comme ça. J'avais quand même en tête, à ce moment-là, après tout ça, je m'étais quand même dit, je vais faire de la musique. Finalement, après toutes ces années de je sais pas si je veux, finalement, je me suis quand même dit, bah si, je vais en faire. En fait, j'ai profité un peu du confinement pour travailler pour moi l'alto de manière un peu plus intense, on va dire, pour préparer les concours. Et puis, je faisais des vidéos que j'envoyais parfois à d'autres gens. Durant le Covid, durant une des périodes où c'était un peu plus calme, j'ai réussi le concours d'entrée à l'orchestre philharmonique de Liège. En tout cas, je suis rentrée à Liège pour faire ma période d'essai à Liège, qui ne s'est pas bien passée. D'ailleurs, ça a été parfois un peu compliqué à Liège parce que ça a été une des choses qui m'ont reproché, la logopédie. Ok. Mais honnêtement, je pense que c'était une fausse excuse presque. Ouais. Mais c'est venu sur la table. Mais pourquoi est-ce que tu fais de la logopédie Tu n'es pas complètement motivé par la musique. Alors que ça n'empiétait pas du tout sur ton emploi du temps de l'orchestre. Non. Non, bah non, parce que je pouvais faire mes horaires. Donc ça n'a jamais empiété. Et ça n'a jamais entravé ma préparation non plus pour les pièces. Je leur ai demandé, je leur ai dit, mais est-ce que vous me dites ça parce que vous trouvez que je suis pas assez préparée pour l'orchestre ? Ils m'ont dit pas du tout. Donc, je comprenais pas trop. Je me suis dit, bon, mais du coup, pourquoi me dire ça ? En tout cas, à la fin de cette période d'essai, je me suis pas remise en question par rapport à l'alto, spécialement. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a... Je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvée, entre guillemets. Parce que je me suis jamais dit, je joue pas bien ou j'ai pas le niveau pour faire ça. En fait, ça s'est passé d'une certaine manière. Mais mon niveau instrumental n'a jamais été remis en question, en fait, finalement. Donc en fait, je me suis juste dit à la fin, déjà j'étais fâchée de la manière dont ça s'est terminé, parce qu'il y a eu des problèmes dans la procédure en tout cas. Et en fait, à la fin, je me suis vraiment dit, mais en fait, je vais juste faire d'autres concours et je vais aller ailleurs. Et en fait, le lendemain de mon dernier concert à Liège, j'étais déjà en train de bosser une autre audition. Voilà, là où effectivement d'autres personnes auraient peut-être pris une pause. C'est vrai qu'en fait, avoir réussi 1 an plus tard, c'est quand même peu finalement, parce que c'est pas comme si on pouvait passer des auditions tous les mois. Non, il faut que le poste aussi soit libre. C'est ça. En fait, ce qui s'était passé à Liège, ça m'avait tellement fâchée, entre guillemets. En fait, j'étais moins stressée, en fait, pour
pour l'opéra. J'avais envie de réussir, évidemment, et je Mhm. travaillais, et je faisais tout ce qu'il fallait. Mais j'étais moins en train de faire tout pour que ça se passe bien. Je me suis Mhm. juste dit, en fait, je vais être moi-même et puis on va voir ce que ça donne. Et ça s'est très bien passé et voilà. Et maintenant, depuis, Tu voilà, navigues entre les deux. je fais les deux. Et à ce sujet justement d'avoir donc ces deux métiers, aujourd'hui, on pourrait pas dire que tu as une journée type, puisque Non, tes heures, est-ce qu'elles diffèrent encore les heures au cabinet de logopédie ou c'est fixe maintenant c'est le nombre fixe. d'heures? Ok. Et tu as combien d'heures maintenant par semaine? Je pense qu'en ce moment, j'ai 6 heures. Mais on est d'accord que en fait tu pourrais ne pas pratiquer la logopédie financièrement, Ah tu as oui, ton oui, non. poste, Oui, oui. c'est vraiment le choix Ouais, parce que ça te plaît en fait. parce que ça me plaît. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait que de la musique Mhm. euh, et qui, en fait, parfois, j'ai l'impression qu'ils savent pas comment ça fonctionne, le monde normal Mhm. des gens qui vont travailler, Mhm. je sais pas, de 8 heures à 17 heures tous les jours, qui ont leur week-end sans devoir se dire, ah bah, je dois travailler Ouais, l'instrument. le En rêve. fait, c'est deux mondes complètement Ouais. différents. Et j'aime bien, en fait, être dans les deux parce que, en fait, Oui. ça me fait un peu un souffle d'air frais parfois de faire un métier complètement rien à voir à la Ouais. musique. De couper. Ouais, Ouais. mais qui m'intéresse en plus. Oui, Enfin, je veux oui. dire, c'est pas comme si c'était un truc juste pour me sortir du monde de la Mhm. musique 2 fois par semaine. C'est en plus un métier qui m'intéresse, donc, et un métier avec lequel je peux faire des liens aussi. Bah, c'était une de Voilà. mes questions justement, qui est de quelle manière un de tes métiers dessert l'autre? Est-ce que tu fais des liens au quotidien? Est-ce qu'il y en a un qui va nourrir en fait l'autre? Pour tous les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, il y a de plus en plus de rééducation via la musique. Puisque, en Intéressant. fait, la langue, c'est un langage, la musique, c'est un langage. En fait, dans les zones du cerveau, neurologiquement parlant, c'est dans les mêmes zones. Mhm. C'est pas pour rien qu'on parle d'un phrasé, d'une Mhm. phrase Mhm. musicale. En Mhm. fait, on fait beaucoup de liens entre la façon de parler Mhm. et la façon de jouer de la musique ou de Mhm. chanter. Mhm. Le chant, c'est encore plus les deux en même temps. Et en fait, il y a beaucoup de troubles de parole qu'on peut régler par la musique. Donc ça, c'est une autre formation que je pourrais faire, où je pourrais vraiment rentrer là-dedans et me dire, je vais faire toutes les formations possibles pour voir comment je peux utiliser la musique pour rééduquer les gens. C'est pareil pour toutes les personnes âgées qui perdent la parole. Et en Oui, fait, quand tu ça, passes oui. par la musique, Ça elles parlent stimule beaucoup des zones de plus. cerveau, oui, c'est ça, Ouais, qui permettent de et les maintenir plus. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, il y a qui, beaucoup qui d'études montrent là-dessus. que si on pratique la musique, Ouais, on a moins de chances de développer Alzheimer, je crois, ou ouais, ça par stimule. exemple. Oui, Ouais. voilà. En fait, Ouais, quand tu fais de la musique, il y a tellement de zones du cerveau qui sont concernées ouais. que ça travaille tous les liens entre toutes les zones du cerveau. Mhm. Mais même par rapport aux personnes qui justement ont Alzheimer Mhm. et qui ne trouvent plus leurs mots, si tu leur passes une musique qu'ils connaissent de leur enfance, ils vont tout d'un coup se mettre à parler parce que ça va revenir. Il y a aussi le lien à l'émotionnel avec la musique Mhm. qui aide au langage. T'as des personnes qui bégayent et qui ne bégayent pas quand ils chantent. Oui. T'as des personnes qui ont Parkinson, par exemple, qui ont beaucoup de mal avec la respiration et c'est bien de les faire chanter. Enfin, il Mhm. y a beaucoup de liens que tu peux faire, mais c'est plutôt du coup l'apport de la musique pour la logopédie. Mhm. C'est rarement dans l'autre sens. C'est Oui. rarement l'apport de la logopédie pour la Qui va, musique. ouais. Sauf, Peut-être plus si tu étais chanteuse, par voilà, exemple. sauf pour les Mais ouais, chanteurs, ouais, ouais, j'allais ouais, dire. ouais. Je pense qu'en tant que musicienne, si je commence à rééduquer tout ce qui est trouble de la parole, voix chantée, voix parlée, ça m'aide énormément par Mhm. rapport à d'autres. J'ai des collègues logopèdes qui n'ont pas du tout fait de musique et qui en fait n'ont pas une oreille aussi fine que moi Mhm. pour tous Mhm. les problèmes au niveau de la voix. Mhm. Et si un jour je peux rééduquer des chanteurs, ce que j'espère, j'ai aussi cette compréhension en fait du monde de la musique qui Tu peut sais ce que beaucoup c'est. m'apporter. Et tu parlais la dernière fois, tu me disais que tu avais fait une conférence il n'y a pas longtemps. J'ai fait une conférence dans c'est le conservatoire de oui, une de mes anciennes collègues de Liège justement, harpiste qui est, je pense qu'elle est sous-directrice, j'ai pas envie de dire de bêtises, Mhm. là-bas, et qui m'a demandé en fait si ça m'intéressait de faire une formation pour les profs Mhm. sur les troubles d'apprentissage, Mhm. justement, Ouais, des bah oui, enfants, et génial. de tous ces profs, troubles d'apprentissage, mais aussi tout ce qui est troubles de l'attention. Oui. Et est-ce que, parce qu'on va clôturer petit à petit cette discussion, euh, je sais pas, peut-être entre 5 et 10 ans, si on parle de ce futur-là, à peu près, est-ce que tu as envie de garder cet équilibre que tu as maintenant? Ou est-ce que tu as envie peut-être d'avoir plus un 50-50, donc d'être peut-être dans un mi-temps à l'orchestre et puis en mi-temps en logopédie? Ou est-ce que tu as envie de continuer d'année en année d'être
ultra malléable et souple et de te dire, ben là, il va y avoir un peu plus de ça, etc. Qu'est-ce que serait ton idéal aujourd'hui pour dans quelques années? En tout cas, si je reste dans le poste où je suis aujourd'hui, je pourrais pas faire beaucoup plus. Ouais. Et tu Enfin, t'es frustrée ou pas? Est-ce qu'il y a une part de toi qui est frustrée de ne pas pouvoir faire plus non, de pas formation, tellement. plus de ci ou... Plus de formation, oui. Ouais. En fait, mon idéal, ça serait éventuellement petit à petit diminuer les prises en charge avec les enfants avec des troubles d'apprentissage. Mhm. Parce que ça fait depuis 2015 que ça fait 10 ans en fait que je Mhm. traite ça et on n'en fait jamais le tour parce que chaque Bah enfant non, est non. différent. Oui, c'est ça. Mais en fait, il y a d'autres domaines qui m'intéressent. Et Mhm. alors, si je pouvais dire quelque chose qui me tenterait dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années, ça serait vraiment de me spécialiser dans les domaines qui m'attirent le plus et éventuellement, du coup, switcher de Mhm. patientèle. Je trouve ça vraiment très intéressant de voir. En fait, le but aussi, tu vois, c'est vraiment de montrer que on peut ne pas vivre que de ça. Je parle pas évidemment de l'aspect financier, mais que il y a cette possibilité-là aussi de ce chemin. En fait, ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure de. En fait, je suis rentrée au conservatoire, je savais pas, etc. Mm. Et je trouve que justement le moment de bascule de quand on passe de. En fait, je savais pas que c'était ça. À, en fait, ah, c'est ça. Oui. C'est très. Ah ben en fait, c'est cette voie-là et cette voie-là, c'est tu dois être le meilleur et tu dois tout péter partout et sinon Oui. en fait t'es rien. Oui. Et en fait, c'est pour ça aussi, tu vois, que j'aime bien ces discussions-là pour montrer que, ben non, en fait, il n'y a pas que ça. Oui. Et on s'en sort autrement. Oui. Et pour montrer, en fait, aux jeunes ou à d'autres, ben, il y a aussi cet espace-là. Et ça n'enlève rien à votre valeur de musicien, en fait. Non, non. Au contraire, je pense que ça l'enrichit, en fait. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette idée de si tu veux être musicien, il faut faire presque un cursus sans faute, en fait. Ouais. Il n'y a pas cette place à la recherche, à le Oui. fait d'errer un petit peu, de se chercher, alors que dans la vie, enfin, je pense honnêtement que dans la vie, c'est très rare qu'on fonce comme ça et qu'on sache exactement ce qu'on veut et que tout se passe bien du début à la fin. Oui, et en fait, c'est absolument. normal. Ouais, C'est ouais. normal de faire des détours et de prendre d'autres chemins. Finalement, le but, c'est quand même d'arriver à une situation à la fin qui nous plaise. Oui. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient que le fait de vraiment d'avoir des œillères et de continuer dans une seule voie et en fait, effectivement, à la fin, tu as des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, qui se disent mais est-ce que c'est En vraiment fait, ce que je veux ouais. faire Ouais. Et effectivement, aussi, le fait de passer par plusieurs chemins, ça permet d'enrichir. Et j'imagine que je serais pas la même musicienne aujourd'hui Si j'avais pas fait bien ça. sûr. Mais je pense que le fait d'appréhender l'instrument d'une autre manière ou la vie musicale ou je pense que même mon jeu serait pas le même en fait si j'avais pas fait la logopédie, si je m'étais pas perdue, si j'avais pas arrêté l'alto, si j'avais pas repris, j'aurais pas eu les mêmes profs, j'aurais pas rencontré les mêmes personnes. Et peut-être que je serais allée beaucoup moins loin finalement si j'avais fait que de la musique. Oui. Donc voilà, je pense qu'il Oui, faut absolument. vraiment se laisser la place de faire d'autres expériences, d'arrêter, de reprendre. Et je pense qu'il y a aussi une part de peur. Oui. Moi, j'avais peur aussi de est-ce que si j'arrête la musique, est-ce que je pourrais reprendre plus tard? Oui. Oui. Mais en fait, oui. Mais Pourquoi alors, pas c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement aussi ce qu'il y avait dans ma tête. À un moment donné, je me suis dit, quand j'hésitais de faire du piano, je me suis dit, bon, je crois que ça va être un regret toute ma vie si j'essaye pas. Oui. Donc, et je sais que plus tard, ça va être différent. C'est plus compliqué. Et je sais que je peux le faire maintenant. J'ai cet espace-là où voilà, je pouvais, avec les parents, etc., le faire. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais le faire maintenant. Oui. Et c'est pas très grave si je perds 1 ou 2 ans, entre 18 et 20 ans, c'est pas grave. Je sais que je peux retomber sur mes pattes et rentrer à l'université ou quoi. Et c'était vraiment cette chose-là de se projeter plus tard en disant, est-ce que c'est maintenant ou pas? Est-ce que c'est si important ou pas? Et qui a été aussi l'élément déclencheur chez moi, quoi, pour rentrer au conservatoire. Tu serais d'accord que si on devait donner un conseil à un jeune aujourd'hui, mais plutôt un jeune qui est au conservatoire, ou qui se pose la question à l'issue du lycée, enfin bref, vers 18 ans, on pourrait dire en fait que... comment toi tu le formulerais? Parmi tout ce flot de conseils, est-ce qu'on pourrait juste dire tu fais ce qui te plaît et tout est possible? Il faut pas choisir une voie spécifiquement. Pendant plusieurs années, de faire peut-être déjà un bachelier, ce genre de choses. S'il voit que ça fonctionne pas, de faire autre chose et puis peut-être de reprendre la musique après si jamais c'est pas... Ouais. De toute façon, les conseils sont empreints de notre expérience. Hein, je pense que c'est plus facile de tenter la musique et d'arrêter si ça ne marche pas, plutôt que l'inverse. Ouais. Donc, la conclusion, faites de la musique.
Ça te Tout va? à fait, tout à fait, fan de la musique. Eh ben écoute, merci Célia d'avoir participé De au rien, merci de projet. m'avoir invitée. Avec plaisir.